Bonjour, Balandignon sur Étoile TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, jeudi, la journée de Noël. En tout cas, joyeuse fête de Noël à tous les téléspectateurs de Étoile TV, en particulier décryptage politique. En tout cas, joyeuse fête de Noël. J'espère que vous avez passé une très belle journée. En tout cas, quant à nous, nous avons très bien célébré la fête de Noël. En tout cas, j'espère que ça n'a pas été seulement une fête pour vous, mais que Jésus est réellement né dans vos cœurs, parce que c'est même ça la raison de la fête de Noël. Ça ne sert à rien de fêter comme des païens, aller boire et faire des bêtises au moment où vous êtes à côté même du sens ou de la définition même de la fête de Noël. C'est juste se rappeler de notre Sauveur, et c'est lui qui a accepté de mourir à cause de nos fautes, par nos péchés. C'est lui qui a accepté de prendre notre place, nous qui étions des Barnabas. Il a accepté de prendre notre place pour mourir à notre place. Alors nous lui devons tout, nous lui devons cette reconnaissance infinie. Voilà pourquoi nous le célébrons aujourd'hui, Noël. En tout cas, joyeuse fête à vous. Alors, sans plus tarder, décryptage politique d'aujourd'hui, nous allons parler de la situation à Uvira. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? Je vous l'ai déjà expliqué l'autre fois. Il y avait les M23 qui disaient avoir quitté au moment où ils n'avaient pas totalement quitté. Il y a le gouvernement qui avait condamné cela. Et même le jour, au moment où ils annonçaient leur retrait de la ville d'Uvira, Patrick Mouyaya, au travers, par l'entremise de son compte Twitter, ou je peux dire X nouvellement, parce que ça, c'était Twitter. Elon Musk a acheté ça, il a donné une autre nomination à cette application, c'est devenu X. Il avait dit que qui va vérifier cela, est-ce que il avait déjà émis des doutes par rapport à leur entrée, et c'est évident. Il y a, au moment où je vous parle, les M23 sont toujours à l'est, mais nous allons écouter le député national Willy Michiki, qui est aussi le président ou le patron de Wazalendo. Il y aurait une stratégie de Wazalendo concernant leur retrait à Uvira. Il va nous expliquer de quoi il a été question. Est-ce que les Wazalendo, eux qui étaient jusque-là la force ou la seule résistance face au M23, les Wazalendo ont fui Uvira, ont cédé Uvira comme un peu les FARDC qui ont abandonné Goma et Bukavu chaque fois qu'ils étaient face au M23. Est-ce que les Wazalendo ont aussi abandonné Uvira? Je vais vous passer la vidéo. Il va lui-même expliquer la stratégie que lui et les Wazalendo avaient envisagée, une stratégie qui est bien sûr en marche. Et puis, je vais vous passer aussi le représentant, le porte-parole des FARDC, qui est aussi en train de confirmer ce que j'ai dit par rapport à la présence jusque-là des M23 à Uvira. Je vous passe les deux vidéos et puis je fais mon analyse. Mais avant cela, je tiens d'abord à souhaiter, c'est une journée de fête. Je ne peux pas passer cette journée sans souhaiter joyeuse fête de Noël à la propriétaire de la chaîne, celle que vous voyez là, maman Inès, mais joyeuse fête à elle. Joyeuse fête de Noël à maman Eugénie Zemanga, à Tantine Hélène depuis la France, à Kadosh, monsieur Kadosh depuis le Togo, à madame Madeleine depuis la Hollande. En tout cas, joyeuse fête de Noël à tous. Alors, sans plus tarder, nous commençons décryptage politique d'aujourd'hui, jeudi, avec cette vidéo. On suit ça.
Et puis, je vais vous passer aussi l'autre vidéo de Willy Michiki, le député national, qui est aussi le patron des 1-23. Il va nous dire leur stratégie. On va sur ça. Le prétendu retrait des forces de défense et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains, la société civile et nos populations locales ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Ouvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Ouvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, entravant la libre circulation des personnes et des biens dans Ouvira et ses environs. Absence de relève par les forces régulières, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune prise en charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été observée. Intimidation, menaces, extorsion, exactions, arrestations arbitraires et autres tortures contre la population d'Ouvira et de ses environs perpétrées par les éléments du M23 AFC RDF attestés par divers témoignages. Activités militaires nocturnes dans Ouvira et dans les périmètres environnants, attestées notamment par les mouvements suspects et des patrouilles armées signalées dans différents quartiers, confirmant la persistance de la présence de ce groupe. La petite troupe qui s'est faite filmer a, une fois partie de la ville, pris la direction et s'est installée peu à peu dans les collines des moyens et hauts plateaux d'Ouvira pour se dissimuler. Une autre partie s'est dirigée vers les hauts plateaux des Fizi pour tenter de faire jonction avec les Twirwanéo et les Red Tabara, tandis qu'une autre partie tente de contourner les positions des FARDC par les collines vers Fizi.
Avant-hier, hier et même aujourd'hui, les combats ont eu lieu entre les FARDC et l'armée rwandaise au sud de Makobola, soit à plus ou moins 35 km au sud d'Uvira, sur la route de Baraka. Il s'ensuit par ailleurs que le nommé Willy Ngoma, porte-parole de l'AFC M23, atteste cette conclusion dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en disant que jamais l'AFC ne laissera la ville d'Uvira. Car on ne peut pas se retirer d'Uvira et, au même moment, continuer les combats dans et au-delà de la ville à plus de 30 km. Ce refus de se retirer d'Uvira et de ses environs expose la population sous la menace directe de ces groupes armés et de leurs nombreuses exactions. Les forces armées de la République démocratique du Congo constatent que l'effet d'annonce fait partie des modes opératoires du Rwanda, habitué à des subterfuges, stratagèmes, tromperies, astuces malicieuses, manœuvres dilatoires, malveillance et surtout non-respect des engagements et de la parole donnée. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les négociateurs américains et qataris ainsi que la communauté internationale à ne pas prêter foi aux déclarations des Rwandais et de leurs supplétifs de l'AFC M23 qui sont déterminés à poursuivre les hostilités sans aucun respect des accords de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté nationale et internationale à ne pas se laisser abuser par ces déclarations mensongères. Elle rassure les habitants d'Uvira et de ses environs que tout est mis en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État et protéger les populations civiles de ce coin. Elle les exhorte à rester vigilants et à signaler tout mouvement suspect aux autorités compétentes et à nos services d'intelligence. Voilà. Là, c'était le porte-parole des FARDC. Je vous passe maintenant le député national Willy Mishiki, qui est le patron même de Wazalendo. Il a aussi dit quelque chose, toujours par rapport à la situation d'Uvira, et il a donné aussi la stratégie même de Wazalendo, que lui et les Wazalendo se sont convenus pour faire face à l'ennemi qui est le Rwanda. Je vous prie de suivre ça, et puis je vous reviens faire mon analyse. Au moment où nous tenons cet entretien, je peux vous rassurer que déjà les Wazalendo sont déjà dans la ville d'Uvira. On attend l'arrivée des FARDC et de la PNC et aussi de l'administration civile. Donc je peux vous rassurer bel et bien que ces gens-là ont quitté ne serait-ce que la ville d'Uvira. Alors, il y a certains qui sont dans certaines collines qui surplombent la ville d'Uvira. C'est un travail de nettoyage. C'est pas un piège. Oui, justement, c'était bien, mais c'est à nous maintenant de pouvoir s'en occuper parce que l'objectif pour nous, c'était de ramener la guerre au Rwanda. Et c'est la première fois que les Wazalendo allaient ramener la guerre. Vous avez suivi la réunion d'urgence tenue par le gouvernement rwandais les 15 de ce mois, le lundi, de 9h à 12h, où le gouvernement rwandais a déclaré publiquement qu'ils étaient menacés par les Wazalendo qui voudraient
ramener l'insécurité au Rwanda. Et c'est ça, en fait, la stratégie. Aujourd'hui, lorsque nous aurons ramené la guerre d'où elle est venue, ce sera la fin de cette guerre. Même certains expatriés, si vous êtes un journaliste d'investigation, il y a certains expatriés et diplomates au Rwanda qui comptaient quitter le Rwanda menacés par notre arrivée là. Nous avons compris que Kagame est tranquille chez lui. C'est comme ça qu'il mène la guerre ici. S'il est déstabilisé à l'intérieur de son pays, il ne pourra pas laisser la sécurité de son pays. Que le président de la République a catégoriquement rejeté. Le président de la République a dit que lui, il n'a jamais été quelqu'un de belliqueux. Vous vous souvenez, il a dit ça en Europe lorsqu'il a tendu pour la dernière fois sa main à Paul Kagame pour la paix des braves. Oui, en fait, le chef de l'État en contradiction avec ses le chef de l'État a toujours recherché à régler les conflits de l'Est d'une manière politique et diplomatique. Il n'a jamais cherché à recourir à la guerre. Mais l'adversaire qui est face de nous n'attend qu'un seul discours, malheureusement, le discours de la guerre. C'est ainsi que nous avons dit que, comme Uvira, pour nous c'était le verrou. Parce que vous savez qu'à partir d'Uvira, c'est l'accès à Uvira leur donner l'accès au lac Tanganyika. Et le Tanganyika, c'est le grand Katanga. Mais c'est ça justement le problème. On a l'impression que le Katanga compte plus que le reste des provinces. Parce que le Nord Kivu est pris quasi à 75%, le Sud Kivu aussi. On n'a pas senti cette mobilisation. On dit que comme maintenant ça va toucher le Katanga, il faut tout faire, il faut se lever pour que ça n'arrive pas. Quand Goma est tombé, Bukavu est tombé quelques jours plus tard, on aurait pu prendre les dispositions qu'on est en train de prendre pour le Katanga pour protéger aussi Bukavu, le Sud Kivu. Il faut dire que lorsque Goma et Bukavu sont tombés simultanément, nous avons immédiatement déclenché le processus de Doha et de Washington. Et le chef de l'État, respectueux de ses engagements et de sa vision de régler cette question d'une manière diplomatique, ne voulait pas utiliser les dernières cartouches. Et je dois dire que cette action, ce n'est pas une action du gouvernement, c'est une action citoyenne. C'est nous, parce que l'article 63 de la Constitution nous donne le pouvoir de nous défendre lorsque nous sommes menacés. C'est une action. Les Wazalendo sont une émanation de la population. Ça serait la première fois que la guerre allait se mener à l'intérieur du Rwanda. Et nous avons donné une seule condition. Vous quittez Uvira, nous retirons la menace pour nous ranger derrière l'accord cadre de Doha, même si nous ne sommes pas partie prenante, mais aussi l'accord de Washington DC. Il n'y a pas partie prenante. Non, les Wazalendo, nous ne sommes pas Doha, non. À Doha, malgré que le processus qui nous impliquait tous, c'était le processus de Nairobi. Si je dois bien comprendre, donc vous dissociez les FRDC et les Wazalendo c'est à part. À part, nous n'avons rien. Pour la même cause pour la RDC. Non, il faut faire la nette distinction. Nous n'avons rien avec les FRDC. Les FRDC nous ont trouvé ce terrain. Les combats que nous menons c'est pour ça qu'on dit que parfois vous vous attaquez aux Wazalendo FRDC combat. Il arrive parfois qu'il y ait certains FRDC qui se comportent très mal, parce que nous, notre combat est le même. Depuis 3 décennies, les FRDC n'ont même pas 10 ans. Les FRDC, oui. L'armée actuelle n'a pas 10 ans. Sous le nom de FRDC. Les Wazalendo avant, ça fait 30 ans. Ça fait comment avant? Maïmaï, nous étions Katoko. Vous savez qu'ensuite, les Maïmaï était devenu un problème pour la République. Après avoir aidé, ensuite, c'est devenu un problème parce qu'on ne va pas vivre la même chose avec les Wazalendo. Non, justement, c'est comme ça le gouvernement a tout intérêt à nous accompagner, puisque lorsque les Wazalendo ne sont pas bien organisés, c'est une bombe à retardement. Je le reconnais. C'est comme ça qu'il fallait d'abord fédérer les forces pour que les Wazalendo parlent le même discours. Aujourd'hui, quand je donne un mot d'ordre, c'est tous les 251 mouvements qui suivent. Et c'est comme ça que cette menace-là a fait peur au Rwanda, parce que les Rwandais s'y profitaient du fait que dans le cas de bavure, c'est vous qui allez répondre. Bien sûr, devant la justice. Non, j'ai même mis mon mandat parlementaire en jeu. Ce n'est pas facile. Je suis le seul dans l'histoire de ce pays, un député qui met son mandat parlementaire en jeu pour défendre une cause juste. Et aujourd'hui, le monde me donne raison. Évidemment, on m'appelle prophète, je ne le suis pas, mais c'est juste par conviction. Puisque je ne vois pas comment moi, je continuerai à siéger à l'Assemblée nationale
pendant que chez moi ça ne va pas. Et si je le dis, c'est par expérience de ce qui s'est passé à Walikale. Rappelez-vous que la cité de Walikale, c'est la seule cité depuis près de 4 ans qui a été libérée par le gouvernement à travers les Wazalendo. Donc c'est cette expérience de Walikale que j'ai ramené carrément à... C'est grâce à vos stratégies, notamment. On vous êtes mis à contribution pour des solutions concrètes en ce moment. Tout à fait, parce que nous... Voilà, je pense qu'on a tous suivi ce qui s'est passé. Je ne voulais pas quand même tout vous balancer, ou sinon, j'aurais pas eu le temps de faire ma petite analyse. Vous savez, la stratégie, elle est simple. Je ne parle même pas de la stratégie. La vérité, elle est là. L'ennemi est encore à Uvira. Les Wazalendo, qu'est-ce que je dis là? Les 1-23 ne se sont pas retirés totalement de la ville d'Uvira. C'était un retrait stratégique. Il y a eu quelques M23, quelques soldats, quelques rebelles du M23 qui se sont retirés, mais ils ne se sont pas retirés complètement. Ils étaient juste à 30 kilomètres de la ville d'Uvira. C'est là qu'ils étaient, dans plusieurs villages dans les territoires de Fizi, à 30 kilomètres d'Uvira. C'est là qu'ils se sont logés. D'ailleurs, il y a eu même quelques affrontements là-bas à Fizi entre les FARDC et les M23 qui s'étaient retirés. Mais il y a aussi d'autres qui étaient installés, qui sont encore installés à Uvira, qui attendent le mot d'ordre, essayer de voir, parce qu'ils avaient imposé des préalables avant leur retrait, pour conditionner leur retrait total. Ils avaient exigé à ce que la ville de Vira soit occupée par une force neutre, une armée neutre, c'est-à-dire dans notre cas, c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui devait aller assurer d'armée dans la ville d'Uvira pour maintenir de l'ordre. Les M23 ne voulaient pas de l'armée burundaise, les M23 ne voulaient pas des Wazalendo, ni même de nos FARDC. Dans notre propre pays, les rebelles viennent et disent qu'on ne veut pas avoir l'armée de ce pays dans cette localité, dans cette ville. Voilà. Alors, parce qu'ils sont eux qui dictent la loi. Alors, on n'a pas répondu à cette exigence ou à cette condition, parce que jusque-là, la MONUSCO ne s'est pas déployée là-bas. Les FARDC qui attendaient la venue de Wazalendo, les Wazalendo, vous l'avez pu suivre avec Willy Michiki, le député, le patron même de Wazalendo, il a dit que le Wazalendo était déjà là-bas. Mais cela fait que la ville de Vira, au moment où je vous parle, elle est occupée par les Wazalendo, par les Kissa, les M23, et en entendant la venue de FARDC. Et ce qui pose encore une insécurité totale des habitants, des civils qui sont là-bas, parce qu'à tout moment, il peut y avoir conflit, il peut y avoir combat, guerre, des balles vont retentir, et ce seront encore des populations qui vont en payer les pots cassés. Mais devant cette situation, l'armée, elle, vous l'avez suivi dans la première vidéo, le porte-parole fait appel à la communauté internationale, fait appel aux États-Unis et aux représentants qataris, accusant plutôt les M23 de ne pas respecter l'accord de Doha et l'accord signé entre Kinshasa et Kigali, en brisant ou en ne respectant pas cet accord. Ils sont en train de violer les accords internationaux qui ont été signés à Doha et conjointement à Doha et aux États-Unis. Alors, face à cette situation, encore une fois, il n'est pas le seul. Le gouvernement entier a déploré cela face aux grandes puissances, face aux États-Unis. Il y a eu Madame Thérèse qui a été à Washington pour encore une fois accuser les M23 et le Rwanda de ne pas respecter l'accord. Après, c'était 2 jours après ou 1 jour après, si je ne me trompe, que Washington, Trump avait appelé Nanga pour leur dire de quitter Uvira, soi-disant, mais après leur annonce du retrait, ils n'ont jamais quitté.
De l'autre côté, les Wazalendo, eux, on nous parle ici de stratégie, que les Wazalendo ne se sont pas retirés d'Uvira par peur des M23, ils se sont retirés pour attaquer directement le Rwanda parce que le Rwanda menait sa guerre sur notre sol. Alors, eux ont décidé d'attaquer directement le Rwanda. Ça pose problème, cette histoire. Pourquoi je dis ça pose problème? Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. Et face à ça, on est faible devant n'importe quelle armée. Pourquoi? Parce que chaque fois, je ne cesse de le dire, l'une des raisons pour lesquelles l'AFC M23 avance et conquiert chaque localité qu'il veut conquérir, c'est parce que cette armée est organisée. Cette armée a une stratégie. Vous voyez, quand ils ont décidé de prendre Uvira, je vous ai déjà parlé de leur stratégie. Prendre Uvira, c'était premièrement pour couper l'aide, parce que les seuls pays qui jusque-là aidaient la RDC, les seuls pays qui combattaient aux côtés des FARDC et des Wazalendo pour combattre l'ennemi, les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, c'était l'armée burundaise. Alors, Uvira et la ville d'Uvira et le Burundi, on partage la frontière là-bas. Alors, c'était facile pour eux de prendre Uvira pour couper toute relation avec relation géographique ou politique avec le Burundi pour empêcher à ce que ces derniers ne puissent venir en RDC pour aider la RDC. Parce que pour rappel, l'armée burundaise, on a pu compter 18 000 soldats burundais qui étaient en RDC à l'est en train de combattre aux côtés des FARDC et des Wazalendo. Alors c'était une aide vraiment à ne pas négliger. Voilà pourquoi les Wazalendo et les M23 se sont dit nous devons couper cette main-là qui aide la RDC parce que à part l'armée burundaise, il n'y a pas une autre armée qui aide réellement. Je parle de la vraie aide, pas cette aide-là de l'armée burundaise. Ça, c'est un semblant. Ça, c'est juste une bêtise. L'armée ougandaise n'est pas là pour nous aider. L'armée ougandaise est là pour seulement aider l'armée rwandaise. Donc, comment vous pouvez faire 2 ans, les FARDC et l'armée rwandaise, vous ne savez pas maîtriser les ADF, 2 ans. Donc, ça, c'est du pur théâtre. Et chaque fois que l'armée ougandaise se retrouve faire le choix entre la RDC et le Rwanda, l'armée ougandaise a déjà choisi toujours le Rwanda. Ça a déjà été prouvé par le passé. Donc, vous comprenez que ces gens-là fonctionnent bien, gagnent des guerres parce qu'ils ont une vision, ils ont une stratégie, ils savent comment travailler. Je vous avais même dit l'autre fois qu'ils avaient la fréquence radio de notre armée. Donc, chaque fois qu'ils communiquent par radio, ils écoutent tout. Et ils ont des Congolais qui écoutent et qui translatent cela. Alors, pourquoi ne pas connaître tout ce qui se passe dans l'armée, tous nos mouvements, toutes nos opérations militaires? Ils sont au courant de tout. Alors, la stratégie de notre armée, je ne la comprends pas. L'ennemi est encore à Uvira. Vous ne voulez pas vous battre, vous faites appel à la communauté internationale pour regarder encore cette situation. Les Wazalendo, de leur part, ils disent non, nous, on ne va pas nous battre, nous, on va aller directement. Comme eux viennent, nous, on va leur laisser. On prétend comme si on a abandonné la ville, mais notre objectif, c'est attaquer directement le Rwanda. Cela montre encore une fois qu'il n'y a pas de stratégie dans notre armée. Comment on peut laisser ceux-là qui ne sont même pas reconnus par l'État, ceux-là qui ne sont même pas payés, aller directement combattre l'ennemi en face et l'armée qui est supposée garantir la sécurité de notre pays, elle est en recul et elle fait appel à la communauté internationale pour accuser l'ennemi de ne pas respecter les accords de Washington et les accords de Doha. On voit un peu la différence d'esprit.
D'une part, il y a ceux-là qui veulent se battre, qui sont prêts à aller jusqu'à affronter le Rwanda. De l'autre côté, il y a ceux-là qui accusent l'ennemi. C'est cette mentalité-là qui fait que on est faible devant le Rwanda, on est incapable d'affronter le Rwanda, on est faible d'affronter toutes les milices qui sont à l'Est. C'est l'esprit-là, c'est cet esprit-là de reculer et commencer à accuser. Et ça ne vient pas de l'armée, ça vient de nos autorités. Il n'y a pas une seule autorité que j'ai écoutée qui a dit non, Uvira ne va pas tomber, nous allons faire ça. Quel est le plan? Nous allons mettre, comme le président lui-même le disait par le passé, je vais réunir le conseil des ministres. Le conseil des ministres, nous allons, si pas dans 24 heures, le jour qui suit, ils attaquent aujourd'hui, le jour qui suit, on attaque. C'est maintenant qu'on veut voir, on veut entendre ce genre de discours. Qu'est-ce qui se passe dans notre gouvernement? Il y a un gouverneur qui m'avait vraiment plu. C'est, je pense, le gouverneur de l'Ituri. Lui, c'est un soldat, c'est un militaire. Il a été clair. Il a dit, en tout cas, pour ma patrie, je vais mourir. Et ces gens-là osent faire ce qu'ils font là, dans notre province. S'ils osaient venir ici, ils vont me voir sur leur chemin. Et il a exhorté toute la population à être derrière lui. Ce sont des gens comme ça que nous voulons voir. Comment vous pouvez être là? C'est vous qui êtes supposé protéger la nation, garantir la sécurité des civils, mais c'est vous qui allez, au lieu de vous battre, vous allez demander à ce que les États-Unis vous viennent en aide. Vous accusez l'ennemi de violer les accords. Au moment où les Wazalendo, mais le monsieur, il a dit quelque chose que j'ai toujours dit. Willy Michiki, le député national, il a toujours dit, il a dit ceci. Les Wazalendo sont dissociés à l'armée, au FARDC. On peut les appeler une milice à part, parce que les Wazalendo, ce nom est apparu récemment, mais avant, ce n'était pas les Wazalendo, c'était les Mai Mai. Tous ceux qui connaissent l'histoire du pays, de ce qui se passe, les Mai Mai, ce n'étaient pas des gens qui combattaient pour de bonnes causes, c'était des rebelles. Alors, ils ont changé, ils ont décidé de combattre pour la patrie maintenant. Mais ces gens peuvent changer à tout moment. Voilà pourquoi leur président lui-même, leur patron, Willy Michiki, devant la caméra, à la télé, c'était à la télé 50, il a dit, c'est une bombe à retardement. Ce monsieur, il sait que en étant rebelle en RDC, vous pouvez vous faire plus que vous ne faites dans le gouvernement ou au Parlement là, être député national, l'argent qu'on vous donne là. Si ce monsieur-là décidait que les Wazalendo deviennent aujourd'hui une rébellion en RDC, qu'est-ce qui va les empêcher? De la même façon qu'on parle de la milice MAPI, la même façon qu'on parle de la milice Zahir, la même façon qu'on parle de la milice Codeco, la même façon qu'on parle de l'ADF, la même façon qu'on parle des M23, on va aussi parler des Wazalendo. Et les Wazalendo, au moins je suis en train de vous parler, sont trop nombreux. Si ils peuvent pousser Nanga à faire des conférences pour appeler les Wazalendo à les joindre, c'est parce que Nanga connaît la force des Wazalendo. Et si ces gens-là, comme Willy Michiki lui-même a dit que c'est une bombe à retardement, si leur patron qui travaille jusque-là pour Félix Tshisekedi peut dire que c'est une bombe à retardement, est-ce qu'il n'a pas cette idée-là dans la tête? Il dit même qu'il met sa fonction de parlementaire en jeu. Il est le seul à mettre sa fonction en jeu. Parce qu'il ne veut pas être là au moment où il y a de ses frères qui sont tués là-bas. Non, ce monsieur, il est prêt à abandonner son siège à Kinshasa et devenir rebelle. Pourquoi? Parce qu'on manque de stratégie, on manque de structure. Ils n'ont pas de même vision, ils ne travaillent pas ensemble. Ils sont dissociés au FARDC. Ils font ce qu'eux pensent être vrai, ce qui devait être fait, aller affronter l'ennemi, aller affronter le Rwanda, au moment où les FARDC se retirent et font appel à la communauté internationale pour accuser les M23. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Je vous prie vraiment d'aimer, de partager le live. En tout cas, ça va beaucoup me faire du bien. Hein,
Ça me fait du bien quand vous partagez, vous commentez pour que beaucoup de gens soient informés. Merci, bonne fête à vous. Et je ne voulais, je ne peux pas oublier, félicitations à nos léopards. En tout cas, Eloko Makassi, on a battu le Bénin par 1-0. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est samedi contre le Sénégal. En tout cas, ça sera un très grand match, mais nous allons gagner. J'ai foi vraiment, mais il faut être aussi réaliste. Si on ne parvient pas à gagner, ne disons pas, oh non, on ne doit pas maintenant supporter les léopards. Je ne sais si vous rappelez, ça fait depuis 1969, on n'a jamais battu le Sénégal dans un match officiel. Ça, c'est une réalité. Mais quand même, nos léopards d'aujourd'hui, avec les jeunes talents comme Noah Sadiki, l'homme du moment, en tout cas, tout le monde parle des léopards. En tout cas, on a confiance. Ces léopards nous font vraiment rêver. Alors, nous espérons avoir un très bon résultat contre le Sénégal parce que réellement, on rêve. Après la dernière CAN où on est arrivé jusqu'en demi-finale, cette fois-ci, on rêve même de prendre cette coupe parce qu'on en est capable. Alors, Dieu derrière nous, tout est possible. Alors, mesdames et messieurs, je le disais, merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Et je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.